Peut-être que ce sera mieux. Je vais sûr. Ouais, c'est cool. Ok. Je peux y aller du coup? C'est bon. Bonjour à tous. Je m'occupe de la conférence de 16 heures du coup sur bien manger pour être en bonne santé. Je m'appelle Mario, je vais me présenterai très rapidement. Si mon cliqueur marche. Hop. Alors. Donc, je m'appelle Mario, je suis en fin d'études de pharmacie de l'université à la faculté de Paris-Sud à Châtenay, donc issu de l'université Paris-Saclay. Je suis aussi président de Start in Saclay, qui est une très grosse asso étudiante qui sensibilise à l'entrepreneuriat pour les étudiants et qui accompagne les entrepreneurs. Et je m'occupe aussi d'un programme qui s'appelle le programme Entrepreneurs en santé, qui accompagne les étudiants et les professionnels de santé pour entreprendre. Aujourd'hui, on va parler de nutrition. La conférence était très axée pour les enfants. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'adultes. On va jouer le jeu. Donc, pourquoi la nutrition est importante? Pourquoi on fait un petit peu ce genre de conférence à Startup for Kids? C'est parce qu'on a un lien très fort qui a été montré entre nutrition et maladie. Tout ce qui est maladies graves comme les cancers, les maladies type hypertension, obésité, ostéoporose sont très dépendantes de la nutrition et de la qualité de vie qu'on a. Et secondairement aussi, parce que la nutrition a son importance dans la croissance, donc ça concerne beaucoup les enfants, un grand rôle dans l'immunité et un grand rôle dans le bon vieillissement. Donc là, c'était un peu la partie pour les enfants. On allait reprendre classe par classe les aliments. L'objectif, c'est qu'on voit un petit peu les différents conseils et repères pour chaque classe d'aliments. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas tout à fait au point avec ça. Donc j'ai commencé par la classe la plus facile, qui était les fruits et légumes. Donc qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous pensez qui est comme recommandation au niveau des fruits et légumes, la plus classique que vous connaissez? C'est ça. Donc c'est au moins 5 par jour. C'est la base de l'alimentation, ça se prend à chaque repas, notamment en cas de petit creux pour éviter de grignoter. La partie d'après, c'était tout ce qui était pain et féculents. Pareil, votre avis sur la fréquence dans la journée? Un repas. En général, à chaque repas, un peu moins le soir, mais surtout privilégier les céréales complètes. On en reparlera un petit peu sur les céréales. Au niveau des légumineuses, est-ce que tout le monde sait ce que c'est les légumineuses? Oui. Est-ce que vous avez des exemples de légumineuses, par exemple? C'est ça, exactement. Exactement. Donc les légumineuses, c'est au moins 2 fois par semaine. Ça s'utilise beaucoup chez les populations qui ne mangent pas de viande. Parce qu'en fait, c'est très riche en fibres et en protéines. Donc comme exemple, comme vous avez dit, on a les fèves, les pois chiches, les haricots secs et aussi les lentilles. Ensuite, on a les protéines. Protéines, donc c'est viande, œufs et poissons. C'est 1 ou 2 fois par jour. Toujours privilégier tout ce qui est moins gras. Donc ça va être la volaille, ça va être la viande blanche, ça va être les steaks hachés, 5% de matière grasse. On évite tout ce qui est viande rouge en général, ou plutôt privilégier les viandes blanches et les viandes rouges un peu moins souvent. Éviter les formes frites ou panées également. Parce que ça rajoute des matières grasses. Donc justement, les matières grasses, qui est-ce qui pense que les matières grasses sont bonnes ou sont mauvaises pour la santé? Qui penserait que les matières grasses sont bonnes pour la santé? Et qui pense que les matières grasses sont mauvaises? C'est ça, c'est les deux. Donc il y a plusieurs types d'acides gras. Il y a les acides gras trans qu'il faut impérativement éviter, donc le moins possible, voire même éviter complètement. Donc on les trouve dans la friture, dans les fast-foods, dans les viennoiseries, dans les pâtisseries. Ça augmente fortement le risque de cancer. Et on a les acides gras polyinsaturés qui sont indispensables, comme certains le disaient, parce que les acides gras polyinsaturés sont présents dans les membranes de la cellule. Et pour construire de nouvelles cellules, on va avoir besoin de ces lipides-là qui sont des bons lipides. Donc on les retrouve dans le poisson, dans le jaune d'œuf, dans certaines huiles comme le maïs ou le colza. Et donc comme je vous disais, le corps ne les synthétise pas, donc c'est indispensable de les apporter par rapport nutritionnel. Au niveau des produits sucrés, je pense que tout le monde est au courant, c'est toujours à limiter. Parce que ça a une conséquence importante sur les maladies comme l'obésité et le diabète, et ça accélère le vieillissement des cellules. Donc ça oxyde de plus en plus les cellules, et ça accélère le vieillissement. Un petit point important, je pense, c'est les sucres cachés auxquels on ne pense pas forcément. Les industriels adorent mettre du sucre un petit peu partout. Je ne voulais pas le dire devant les enfants, mais vu qu'on a beaucoup d'adultes, le sucre est 8 fois plus addictif que la cocaïne.
C'est pourquoi les industriels adorent en mettre dans tout ce qu'ils construisent, tout ce qu'ils produisent. Donc on les retrouve dans les biscuits apéritifs, mayonnaise, ketchup, pizza, jambon, tous les plats préparés et surtout dans les céréales du matin, céréales qu'on donne souvent à nos enfants, donc notamment celles qui sont fourrées au chocolat, celles qui sont au miel. On en parlera après au niveau de l'index glycémique, mais c'est pas les meilleurs. Il y en a qui peuvent être un petit peu mieux au niveau de la santé. D'où l'importance de bien lire les étiquettes et on en reparlera un petit peu après. Hop. Au niveau du sel, je pense que tout le monde le sait aussi, c'est à limiter. Ça favorise, on va dire, l'hypertension. Parce que ça retient l'eau dans le corps. Quelques petits conseils, préférez le sel iodé, ne pas ressaler avant de goûter. Donc ça concerne beaucoup d'enfants qui adorent saler les plats avant de les goûter. Limiter le sel dans les eaux de cuisson, comme par exemple pour les pâtes ou le riz. Et bien sûr, attention aux charcuteries ou aux produits apéritifs qui sont souvent enrichis en sel de manière injustifiée. Au niveau des boissons, pareil. Oui. Tu peux en mettre dans les pâtes, mais dans l'eau de cuisson des pâtes, c'est là où ça peut poser problème. Des fois, on en met beaucoup trop. Voilà. Pareil, donc des conseils basiques, hein, c'était pour les enfants. Donc l'eau est à volonté, bien sûr limiter les sodas et éviter aussi les jus de fruits qu'on achète en supermarché parce qu'ils sont souvent beaucoup trop enrichis en sucre. Et on peut avoir des jus d'orange avec 5, 6, 7 ingrédients, alors qu'à la base il est censé y avoir que de l'orange. Donc c'est mieux de les faire à la maison. Donc voilà. Et un petit mot pour les produits laitiers. La recommandation est d'en prendre 3 par jour, de préférence maigre, donc lait, yaourt et fromage blanc. On peut aussi alterner avec tout ce qui est source de brebis ou de chèvre pour les enfants qui sont intolérants, pour compenser, on va dire, le lactose dans les produits à base de lait de vache. Donc voilà. En résumé, en fait, on conseille en général une alimentation de type méditerranéenne. Donc vous avez cette pyramide-là qui résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire. En fait, à la base, vous avez tout ce qu'on doit manger tous les jours. Et plus on va vers le haut, plus c'est des produits qu'il faut manger de moins en moins. Donc tous les jours, on va avoir les produits céréaliers, fruits, légumes, légumineuses, certaines huiles qui font les bons lipides, et des produits laitiers maigres. Quelques fois par semaine, les œufs, les poissons et la viande. Et quelques fois par mois, sucreries et pâtisseries. Donc c'est le régime qui est suivi en fait de manière générale par les populations méditerranéennes et qui a été adapté, on va dire, un peu aux populations européennes. Et c'est ce qu'on conseille en fait aux populations qui ne sont pas méditerranéennes aussi. En gros. Voilà. Quelques notions sur l'index glycémique. Pareil, j'avais beaucoup simplifié, mais en fait, c'est la capacité d'un aliment à augmenter le taux de glucose, de sucre dans le sang. C'est important à définir parce qu'en fait, plus on va augmenter le taux de sucre dans le sang, plus on va devoir sécréter de l'insuline, donc qui est l'hormone qui est sécrétée par le corps et qui diminue le taux de sucre dans le sang. Et en fait, plus il y a de l'insuline qui va être sécrétée, plus on a un risque de désensibilisation de nos cellules à cette insuline. Et en fait, c'est ce qui va entraîner une conséquence un peu grave, qui est que l'insuline ne va plus être efficace, donc ne va plus diminuer le taux de sucre dans le sang, donc on est en constante hyperglycémie. Et en fait, ça entraîne des maladies comme le diabète, et le diabète entraîne des maladies comme l'obésité ou l'hypertension. Donc en fait, il y a énormément d'aliments, on prendra l'exemple plus tard, qui peuvent être bons, mais qu'on peut penser bons, on va dire, mais qui ont un index glycémique très élevé, et qui font que c'est finalement pas des bons choix, on va dire. Là, je vous ai remis les repères. Donc en fait, la référence, c'est 100, c'est le glucose, qui a un index glycémique de 100. Index glycémique bas, c'est inférieur à 35, moyen entre 35 et 55, et élevé, c'est supérieur à 55. Et en bas, du coup, vous aviez une petite illustration pour vous représenter un petit peu qu'est-ce qui faisait, quels étaient les aliments des index glycémiques bas, moyens et élevés. Donc évidemment, légumes et fruits plutôt bas, et tout ce qui va être sucreries, fast-food en index glycémique élevé. Mais on a aussi quelques surprises dans les index glycémiques élevés, donc on va y revenir juste maintenant. Donc en fait, comme je vous disais, comme je vous parlais des céréales, on va avoir tous les cornflakes, même les cornflakes nature qu'on peut penser un petit peu meilleurs, qui ont un index glycémique élevé. Toutes les céréales à base de miel, à base de chocolat, comme je vous disais, sont bourrées de sucre, donc ils ont un index glycémique très élevé, et c'est souvent ce qu'on donne tous les matins aux enfants à petit déjeuner pendant 5-10 ans, donc ça peut avoir des conséquences assez importantes.
La baguette, qu'on peut penser que produit courant d'alimentation, qui a quand même un des index glycémiques les plus élevés parmi nos aliments. Étonnant aussi, on a le riz à cuisson rapide, pardon. En fait, en fonction des types de riz, vous allez avoir des index glycémiques complètement différents. Le riz basmati va avoir un index glycémique un petit peu plus faible, et puis le riz brun encore plus faible. Donc en fait, en fonction des types d'aliments, on peut avoir de grosses surprises. Pareil, la galette de riz qui était à un moment produit minceur que tout le monde voulait manger et que tout le monde prenait pour grignoter, en fait, ça a un index glycémique super élevé. Et peu de gens le savent, mais en fait, ça fait grossir et ça peut entraîner des maladies graves du fait de cet index glycémique élevé. Je ne sais pas s'il y a des réactions, j'ai l'impression. Voilà, c'est les chiffres. Et voilà, pareil, le pain de mie blanc, pain de mie complet, on peut penser que c'est quelque chose de bon à manger souvent, et en fait, c'est un index glycémique assez haut. Et comme je vous disais avant, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences assez graves, notamment au niveau de l'insuline, et donc entraîner un diabète. Pareil pour la pomme de terre, la même pomme de terre peut avoir différents index glycémiques en fonction de comment on la cuisine et de comment elle est à la base. Donc la patate cuite, patate douce pardon, va avoir l'index glycémique le plus bas. C'est un des types de patates qui est du coup le mieux. Et on va avoir les frites qui va être un des types de pommes de terre qui est le plus calorique et avec le plus gros index glycémique. Donc en fait, de la manière avec laquelle vous allez les cuisiner, par exemple, pommes de terre à la vapeur, on va dire que c'est plutôt moyen, donc c'est un petit peu mieux. Mais dès que vous allez les cuisiner au four ou en faire des frites, ça va augmenter l'index glycémique. Donc il y a énormément de choses qui rentrent en compte dans le calcul cet index glycémique. Au niveau de la bonne lecture des étiquettes, pareil, il y a énormément de gens qui ne le savent pas, qui ne font pas trop attention aux étiquettes, même si ça se développe de plus en plus. Donc je vous ai fait quelques petites règles pour bien lire les étiquettes. La première, c'est vérifier l'ordre des ingrédients. Le premier ingrédient est l'ingrédient principal de l'aliment que vous allez manger. Donc pour prendre l'exemple du Nutella, je ne sais pas si vous savez quel est le premier ingrédient qui est dans le Nutella ou pas. Sucre, ouais. Donc j'ai pris l'exemple du Nutella parce que ça fait rire les enfants. Le premier ingrédient, donc l'ingrédient qui est en plus grande quantité dans le Nutella, c'est le sucre. Et le deuxième, c'est l'huile de palme. Les noisettes, ça vient qu'en troisième position, il n'y en a que 13%. Donc c'est un peu bête pour une pâte à tartiner qui est censée être à base de chocolat, quoi. Donc bien faire attention à l'ordre des aliments. Quand on voit que ça commence par sucre, en général, c'est mauvais signe. Plus la liste est courte, mieux c'est. Donc comme je vous disais, un jus d'orange qui a 6-7 ingrédients, alors que c'est du jus d'orange, en général, c'est que c'est plein d'additifs et que c'est assez dangereux, on en reparlera juste après. Plutôt regarder la quantité de sucre que le nombre de calories. Au final, le nombre de calories, c'est pas si important que ça, mais c'est vraiment plutôt la quantité de sucre qu'il va y avoir dans un produit qui va entraîner le fait que ce soit bon ou mauvais pour la santé. Donc à gauche, je vous ai mis déjà les autres noms du sucre, parce que les industriels adorent parfois aussi cacher un petit peu ce que c'est. Donc saccharose, sirop de riz, maïs, malt, tout ça, ça veut dire sucre, sous des noms un petit peu cachés. Et à droite, je vous ai mis aussi comment repérer plus facilement la quantité de sucre ajoutée. Donc vous avez les glucides, et dans les glucides, vous avez la part de sucre, qui est en général une part de sucre ajoutée parce qu'on n'en a pas dans la nature. Donc en fait, là, vous avez 16 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc ce qui est quand même assez important. Donc toujours bien regarder à ce niveau-là pour les étiquettes. Et comme je vous disais, attention aux additifs alimentaires, parce qu'ils sont souvent chimiques et dangereux. Il y en a très peu qui sont naturels. Et pareil, c'est source de cancer et autres maladies. Donc je vous ai fait une petite liste. En général, ça commence par E. Et c'est vraiment à éviter. Le Nutri-Score, je ne sais pas si certains en ont entendu parler récemment. Ça a été sorti par le gouvernement. C'est une mesure qui n'est pas obligatoire. Donc c'est un peu au bon vouloir des industriels pour le moment. Mais ça permet de donner une idée plus ou moins précise de la qualité nutritionnelle d'un produit. Donc ça va de A, qui est un produit de bonne qualité, à E, qui est un produit de moins bonne qualité qu'il faudrait éviter. Donc maintenant vous en avez sur le jambon, sur différents produits, pour un peu comparer, notamment sur les céréales aussi, pour un peu comparer les différents types de produits, vous faire une idée plus facilement, et donc éviter d'avoir à lire toute l'étiquette et à vous prendre la tête. Oui. Comment ils définissent je pense qu'ils vont regarder la quantité de sucre, l'origine du produit.
le nombre d'aliments qui vont être transformés à l'intérieur, les calories, un peu tout ce dont tu viens de parler, quoi. L'index glycémique aussi. Après, en détail, j'ai pas la liste, mais c'est les principales caractéristiques d'un aliment, quoi, qui vont être prises en compte. Pour finir, je vous avais listé quelques applications mobiles pour vous aider, quelques outils, on va dire, pour vous aider. Il y en a plein. J'en ai pris un qui s'appelle Yuka, qui scanne les aliments, mais aussi les produits cosmétiques. Et en fait, vous prenez juste le code barre, vous téléchargez l'application, vous prenez le code barre, et ça va vous recommander ou non certains produits, vous dire s'ils sont bons ou mauvais. Ça vous évite, pareil, d'avoir à faire toute cette lecture et tout ce travail en amont, parce que ça peut être un peu fatigant sur plein d'aliments et sur toute une liste de courses. Et il y a un super site qui est fait du coup par le gouvernement et qui vous permet, enfin par le ministère de la Santé je pense à la base, qui s'appelle la Fabrique à menu et qui vous permet de faire des recettes faciles et variées sur 7 jours pour 5 personnes par exemple. Donc il vous donne une liste de recettes et derrière il vous donne la liste de courses adaptée avec les bonnes quantités, avec tout ce qu'il faut acheter pour cette liste de courses. Donc ça facilite aussi un petit peu les choses. Donc c'est deux applications parmi beaucoup qui vous permettent un petit peu d'améliorer votre alimentation. Oui. Il y a des pour et des contre, mais c'est une bonne aide. C'est une bonne aide pour essayer de déterminer si le produit est bon ou pas. Il faut toujours garder un œil critique, je pense, sur ce genre d'application. Mais je pense qu'ils ont une équipe scientifique ou médicale derrière, quoi. Mais je sais qu'il y a eu quelques critiques à ce niveau-là. Après, je pense que si c'est juste une aide en plus pour vous pouvoir choisir parmi différents produits. Il ne faut pas forcément se fier à tout ce que vous voyez, quoi. Mais je pense que c'est une bonne aide pour avoir déjà un premier tri de si le produit est bon ou pas, quoi. Et après, si vous avez un doute, allez chercher plus profond en voyant l'étiquette ou en regardant la qualité du produit, quoi. L'origine, les labels, etc. On n'est pas gâté, quoi. Pour conclure, je voulais vous signaler que bien manger, c'est certes important, mais c'est dans un contexte global. Donc il faut quand même penser à tout le reste. Donc activité physique. Donc les recommandations, c'est 30 minutes, au moins 5 fois par semaine. 30 minutes par jour, au moins 5 fois par semaine. Pensez aussi au tabagisme et à votre hygiène de vie de manière globale. L'alimentation, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Et pour en savoir plus, vous avez le PNNS qui est fait du coup par le gouvernement tous les 5 ans à peu près. Et en fait, ça liste énormément de recommandations. C'est le programme national nutrition santé. Et ça liste énormément de recommandations, de guides pour par exemple la nutrition de la maman quand elle allait, la nutrition des enfants de 0 à 3 ans, de 3 à 8 ans, etc. Dans les différentes phases de la vie, comment bien nourrir son enfant. Donc tout est disponible sur Internet. Je pense que ça peut être intéressant comme ressource. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Oui. C'est gentil. Je me surprenais à me dire si on pouvait se limiter à une approche nutritionnelle. Alors, vous venez de nous dire à l'instant qu'il faut envisager ça dans une approche plus globale, mais dans quelle mesure il ne faut pas croiser la question du « qu'est-ce que je mange » avec la question « comment je le mange » ? Et ce qui me fait poser cette question, c'est une conférence de naturopathie à laquelle j'ai assisté ici même il y a pratiquement une semaine, dont j'ai retenu entre autres choses que curieusement la consommation de fruits pouvait être nocive selon le moment où on les consommait. Et donc c'était une manière de dire oui, soyons vigilants à ce qu'on mange, mais aussi à la manière dont on le mange. Vous êtes d'accord ? Complètement. Du coup, je pense que vous parliez du fait qu'en fait, si on mange des fruits juste après le repas, ça va fermenter dans votre estomac parce que ça va pas être digéré. Merci. Ça va pas être digéré directement. Et en fait, on peut avoir une cirrhose du foie 20 ans après parce qu'on a mangé les fruits après le repas. Donc, il y a... ouais. C'est ça. L'index glycémique va aussi changer en fonction du moment auquel on prend le repas. Donc en fait, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Si vous voyez les guides, rien que les guides du gouvernement, déjà, ça fait 50, 100 pages sur la nutrition. Donc là, c'était un rapide résumé, je pense, de ce qui était important à avoir en tête. Mais la naturopathie aussi, il y a des bons conseils à prendre, je pense, sur comment bien manger les aliments. Et il faut, je pense, récupérer de plein de sources et essayer d'avoir son alimentation optimale.
si c'est à jeun ou avant le repas, ça peut être mieux déjà. Ouais. Surtout qu'on mange moins le matin en général, alors qu'après un gros repas le midi ou le soir, si on mange le fruit vraiment juste après, là vous avez vraiment le risque que ça fermente dans votre estomac et que développer une cirrhose quoi, plus facilement. Voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, merci beaucoup. Oui. Oui, bien sûr. Le premier. Hop. Pas de souci. Sinon, tout est sur Internet. Un tableau, index glycémique. C'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai pas fait un Excel ce matin. Mais c'est intéressant à voir, surtout au niveau des céréales. Je pense que les céréales le matin, c'est un des fléaux secrets et silencieux de l'humanité. Donc le matin, c'est pain et matière grasse. Quoi. Protéines, des œufs par exemple. Je pense aussi, ouais. Et pas de fruits. Si. Fruits aussi, ouais. Salade de fruits, c'est très bien. Muesli. Enfin, il y a des céréales qui sont déjà moins. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Muesli. Pain complet. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, bien sûr. Faut le mettre sur le bon ordi. On va changer vu qu'il est. C'est là que ça devient plus intéressant. Juste un saut, je pense. Tu préfères ça ou tu préfères ça? Ça n'a pas d'importance. Je te, comme tu veux. Je te le mets là. Bon.